l'existence de femmes dans les rangs des guerriers vikings invite les archéologues à reconsidérer leur interprétation de l'histoire du peuple scandinave. Il y a plus d'un millénaire, dans le sud-est de l'actuel royaume de Suède, un riche guerrier viking a eu pour dernière demeure une tombe resplendissante, remplie d'épées, de flèches et de 2 chevaux sacrifiés. Le site funéraire reflétait en tout point l'idéal d'une vie de guerrier viking. Du moins, c'est ce que pensaient les archéologues jusqu'à présent. Des analyses ADN des os retrouvés ont révélé que la tombe était en fait occupée par une femme. L'étude publiée en 2017 dans l'American Journal of Physical Anthropology a surpris les historiens spécialisés dans la période et la culture viking. La vision que nous avons des vikings, fiers marins, sans peur, ayant parcouru l'Europe pendant des siècles, pourrait bien en être changée. Cette sépulture était mise en exergue pour montrer à quoi pouvait prétendre un guerrier viking exemplaire, explique David Zory, archéologue à l'université Baylor, qui n'a pas pris part aux recherches. Cette étude a remis en question l'interprétation archéologique que nous nous faisions de cette période. Nous avons toujours pensé que c'était là des attributs masculins. Des fouilles antérieures ont montré depuis longtemps que tous les guerriers vikings n'étaient pas des hommes. Un texte irlandais du Xe siècle conte l'histoire d'Ingen Rued, la fille rouge, une femme guerrière qui a mené une flotte viking jusqu'en Irlande. David Zory note par ailleurs que de nombreuses sagas vikings, comme la légendaire Volsunga saga, dépeint des jeunes filles armées se battant aux côtés des soldats. Mais certains archéologues considéraient ces guerrières comme des embellissements mythologiques, créés pour satisfaire une description des genres plus modernes. L'assumation masculine. Depuis la fin des années 1880, les archéologues ne pouvaient envisager que cette sépulture viking découverte à Birka ne soit autre chose que la dernière demeure d'un grand guerrier. Non parce que les restes de l'inhumé le laissaient penser, mais parce que les artefacts découverts à ses côtés étaient dans leur imaginaire forcément des attributs masculins. Comme National Geographic le reportait dans son magazine de mars 2017 consacré aux Vikings. Cette perception change quelque peu depuis que la bioarchéologue Anna Källström de l'université de Stockholm a procédé à un premier examen minutieux des os pelviens et mandibulaires du supposé guerrier. Leur dimension correspondait sans équivoque à l'ossature d'une femme. L'analyse d'Anna Källström, présentée lors d'une conférence en 2014 et publiée en 2016, n'a eu que peu d'écho auprès du grand public, et certains archéologues ont remis en cause cette interprétation. Depuis l'excavation du tombeau, il y a plus de 2 siècles, peut-être les os avaient-ils été déplacés et confondus avec ceux d'une autre tombe.
squelette avait-il été enterré avec d'autres personnes? En réponse de quoi, une équipe de scientifiques menée par Charlotte Edenstierna Johnson, archéologue à l'université d'Uppsala, a analysé à nouveau les ossements et a extrait deux types d'ADN. L'ADN mitochondrial du défunt, transmis de la mère à l'enfant, déterminerait si les os appartenaient à une ou plusieurs personnes. L'ADN nucléaire permettrait quant à lui de déterminer le genre biologique. Les résultats étaient on ne peut plus clairs. Aucun chromosome Y n'a été détecté dans les os et l'ADN mitochondrial était le même pour tous les ossements découverts dans le tombeau. Les restes étaient ceux d'une seule et même personne et cette personne était une femme. Charlotte H. Johnson et ses collègues estiment que cette femme était sans doute une guerrière et une stratège respectée. Sur ses cuisses se trouvaient des pions, ce qui suggère qu'elle était une tacticienne et une meneuse. La vie viking. David Zori est fasciné par ces nouvelles découvertes sur la guerrière de Birka, un des plus vastes et plus connus sites funéraires vikings. Le site est également un lieu privilégié d'échange et de vente d'esclaves. La circulation des biens et des personnes sur ce site a transformé Birka en un cimetière international où de nombreux rites funéraires étaient observés. Certains corps étaient brûlés et d'autres assis sur des chaises imposantes. Birka a en quelque sorte uni le monde viking. Il était davantage question d'échanger et de marchander que de s'entretuer, ajoute Zori. Il note également qu'il est possible, bien que peu probable, que les proches de cette femme l'aient vêtue d'une tenue guerrière sans pour autant que cela ne reflète sa vie passée. Mais selon les preuves disponibles, Zori se dit confiant dans les résultats de l'étude. Cette tombe a généré un intérêt croissant au fil du temps, notamment à cause des textes narrant l'existence de femmes guerrières. Aujourd'hui, les nouvelles technologies peuvent réinventer notre vision des Vikings. La société viking reposait sur l'esclavage. De nouveaux indices suggèrent que les esclaves occupaient une place centrale dans la société viking. Hommes et femmes et enfants étaient capturés pendant les pillages. La réputation des Vikings d'être des pilleurs assoiffés de sang naviguant les mers du Nord a été fortement nuancée au cours des dernières décennies. Une image plus douce, plus populaire des Vikings a fait surface. Mais à mesure que les spécialistes s'intéressent à un segment peu connu de la société viking, cette image est amenée à évoluer de nouveau. En s'appuyant sur de nouvelles découvertes et des analyses récentes d'artefacts précédemment mis au jour, allant de colliers de fer en Irlande à des possibles domaines de plantation en Suède, les archéologues tentent d'éclairer le rôle de l'esclavage dans le développement et le maintien de la société viking. C'était une économie qui reposait sur l'esclavage, a affirmé Neil Price, archéologue de l'université d'Uppsala en Suède, au cours d'une conférence regroupant des archéologues spécialisés dans l'étude de l'esclavage et de la colonisation. On ne sait que
thrall, qui signifie esclave en vieux norrois. La pratique de l'esclavage dans la région est plus ancienne que les Vikings. Des traces de grandes disparités économiques remontent jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, alors que certains hommes vivaient dans des granges avec les animaux, tandis que d'autres résidaient dans des grandes maisons somptueuses à proximité. En 2009, l'archéologue Franz Herschend d'Uppsala a révélé que des animaux et des hommes périrent au cours de l'incendie d'une structure à cette époque. Personne n'était allé chercher les corps humains dans les décombres pour les enterrer. Les chroniques anciennes mentionnent que les pillages vikings ciblaient tout autant les personnes que les objets précieux, et ce dès le premier pillage du monastère écossais de Lindisfarne en 793 après Jésus-Christ. Les annales d'Ulster évoquent un grand butin de femmes capturées lors d'une attaque près de Dublin en 821 après Jésus-Christ et soutiennent que pas moins de 3000 personnes furent capturées au cours d'une seule attaque un siècle plus tard. Le géographe arabe Ibn Uqal décrit le commerce d'esclaves vikings en 977 après Jésus-Christ. Celui-ci s'étendait sur toute l'ère méditerranéenne, de l'Espagne à l'Égypte. D'autres registres mentionnent que des esclaves en provenance d'Europe du Nord étaient acheminés depuis la Scandinavie par la Russie jusqu'à Byzance et Bagdad. Manque de femmes et d'ouvriers. Neil Price suppose que l'esclavage était l'une des principales motivations derrière les pillages. L'un des facteurs clés aurait pu être le manque cruel de femmes. Certains chercheurs pensent que la société viking était polygame, ce qui ne facilitait pas la tâche des hommes qui n'étaient pas issus de l'élite. Cela aurait pu motiver les pillages et les ambitieux voyages qui ont fait la réputation des Vikings. Des études génétiques montrent par exemple que la majorité des femmes islandaises ont des ancêtres écossaises et irlandaises qui étaient certainement les butins de ces pillages. Avec l'expansion des explorations vikings, le besoin de laine pour la production des voiles des navires devint plus important. Le besoin d'esclaves vient peut-être aussi de là. Il y a eu un changement radical dans la pratique de l'agriculture, a déclaré Price. Le besoin urgent de produire de la laine a probablement engendré une économie rappelant celle des plantations aux États-Unis. Ce sujet est actuellement l'objet d'études par les chercheurs. Par exemple, sur un site suédois appelé Sanda, des chercheurs ont retrouvé dans les années 1990 un grand hall entouré de petites maisons. Les archéologues suédois pensent désormais qu'il pourrait s'agir d'une plantation viking ayant eu des esclaves comme main-d'œuvre. Le plus probable, c'est que la production de textiles soit l'œuvre des esclaves, dit Price. On ne peut pas vraiment savoir qui fabrique le tissu, mais les implications ne font aucun doute. William Fitzhugh, archéologue à la Smithsonian Institution, ajoute que les femmes esclaves étaient des concubines, faisaient la cuisine et s'occupaient de la maison. On confiait certainement aux hommes esclaves des tâches telles que couper les arbres, construire les bateaux et ramer pour faire avancer les vaisseaux de leur maître. Sacrifice humain. Selon d'autres études, les esclaves des Vikings étaient parfois sacrifiés à la mort de leur maître et étaient moins nourris pendant leur vie. Elise Naumann, archéologue à l'université d'Oslo, a récemment découvert que les corps décapités retrouvés dans plusieurs tombeaux vikings n'avaient
confirmé qu'il s'agissait d'esclaves sacrifiés à la mort de leur maître. Cette pratique est d'ailleurs mentionnée dans les écrits vikings et les chroniques arabes. Les eaux ont également révélé un régime alimentaire à base de poissons, alors que les maîtres mangeaient plus copieusement de la viande et des produits laitiers. Le rude traitement imposé aux esclaves apparaît très souvent dans les archives archéologiques et historiques. On a retrouvé dans le tombeau d'un homme viking riche sur l'île de Man, dans la mer d'Irlande, les restes d'une jeune femme tuée d'un coup violent sur la tête mélangés avec les cendres d'animaux incinérés. Il existe d'autres exemples similaires dans toute l'Europe. La vie d'esclave était clairement difficile. Un poème du XIVe siècle, dont l'original date probablement de la fin de l'époque des Vikings, donne un aperçu de la façon dont les Vikings considéraient leurs esclaves. Ils leur donnaient des noms tels que bâtard, feignasse, courteau, puant et imbécile. Ahmad ibn Fadlan, homme de loi et diplomate originaire de Bagdad, a rencontré les Scandinaves au cours de ses voyages. Il rapporta que les Vikings traitaient les femmes capturées comme esclaves sexuelles. Si un esclave venait à mourir, ajoutait-il, il le laissait sur place comme nourriture pour les chiens et les oiseaux. Une découverte récente remet en question les idées faites sur le statut des esclaves. Depuis quelques années, les chercheurs ont identifié près de 80 squelettes vikings avec de profonds sillons creusés dans les dents à l'avant de la mâchoire supérieure. Certaines théories y voient des marques de la classe des guerriers, puisque les squelettes étaient tous masculins. Mais Anna Kellström de l'université de Stockholm a retrouvé les mêmes sillons sur les dépouilles de deux hommes qui semblent avoir été enterrés comme des esclaves dans le centre de la Suède. Je ne dis pas que la modification des dents est une caractéristique propre aux esclaves, souligne Kellström, mais cette découverte force les spécialistes à repenser l'idée selon laquelle cette pratique était réservée aux guerriers, ainsi que la place des esclaves dans la société viking. Quoi qu'il en soit, alors que les experts se penchent sur les besoins d'esclaves humains des Scandinaves, l'aura de douceur et de gentillesse qui s'était posée sur les Vikings tend peu à peu à disparaître. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce petit audio sur les Vikings vous a plu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau. Et portez-vous bien.